Ok, on va pouvoir passer du coup à la 9e question. Et donc on va parler du fameux collectif Vue du Japon. Oui, ça je vois bien. Et oui, et donc, alors j'ai pas la date exacte, mais en 2017, donc ce fameux collectif voit le jour avec, si je dis pas de bêtises, 28 chaînes sur le Japon. C'est plus ou moins, parce qu'il y en a qui quittent, d'autres qui nous demandent d'intégrer le collectif. À la base, c'était beaucoup moins que ça. On a commencé avec une petite dizaine de chaînes. Et puis au fur et à mesure, il y a certaines chaînes qu'on avait envie d'associer au collectif, d'autres qui nous ont fait la demande. On a eu beaucoup de demandes, on continue encore à en avoir. Là. Donc le principe du collectif Vue du Japon, donc, la date, c'est le 14 février. En tant qu'amoureux du Japon, c'est plutôt une date sympathique, c'est le jour de la Saint-Valentin, qu'on a lancé, pas l'idée, parce que l'idée on l'avait depuis janvier, mais on a lancé officiellement le collectif. Au départ, c'est tout bête. Je me dis que ce serait rigolo de pouvoir parler ensemble entre vidéastes Japon pour s'échanger des tips, pour se donner des informations, pour quand il y en a un qui se pose une question, il y a d'autres qui pourraient y répondre. Mais comme ça doit rester plutôt confidentiel, plutôt secret, j'ouvre un groupe secret, c'est pour ça que ça s'appelle, sur Facebook. On ne peut pas y avoir accès sauf si on est invité, et on ne sait même pas qu'il existe d'ailleurs. Et puis voilà, enfin on discute, etc. Je n'ai pas forcément dans l'idée de fonder quelque chose, donc il n'y a rien d'officiel à ce moment-là et rien n'est visible. Alors, on discute avec Alexandre des éditions Isekinicho et dans la discussion est lancée l'idée de proposer un site qui répertorie l'ensemble des vidéos de ceux qui sont intéressés avec une thématique de base qui est celle du Japon. Et puis de fil en aiguille, on se dit, bah tiens, on parle au départ d'association, puis finalement c'est peut-être un petit peu trop lourd, donc on parle de collectif. Sur YouTube, ça se fait assez régulièrement, des chaînes qui se mettent ensemble pour faire une autre chaîne, pour faire des choses qu'ils ne font pas sur leur chaîne en particulier. TV Louis, je pensais notamment. Alors c'est pas vraiment un collectif dans le sens où effectivement c'est deux personnalités qui font deux chaînes qui se rejoignent. Les collectifs, c'est plutôt les Golden Moustache, c'est plutôt ceux donc, qui eux sont plutôt voilà, mais qui ont un optique complètement différent, parce que là l'idée c'est de faire des courts-métrages, donc d'avoir des acteurs. Donc chaque chaîne est l'acteur des autres sur une chaîne principale. Là l'idée c'est de faire un site et de faire le court-métrage. Comme je disais tout à l'heure, les sites c'est mon dada. Donc je conçois le site qui ouvre le 1er mai 2017, jour du travail, de la fête du travail. Là il y a toujours des jalons comme ça. Je ne sais pas s'ils ont été choisis ou pas, en tout cas ça s'est fait comme ça. Et aujourd'hui, on a un site, donc vuedujapon.fr, qui répertorie et qui permet de visionner plus de 800 vidéos, 820 des brouettes à l'heure où je te parle, sur toujours une base commune qui est celle du Japon, mais avec des biais complètement différents. On a des chaînes qui parlent d'histoire, des chaînes qui parlent de pop culture, des chaînes qui parlent de langue et qui permettent d'apprendre le japonais, de voyage bien évidemment, de cuisine, enfin voilà. Et il y a pléthore de sujets et de biais différents. Bonjour à tous. Salut les japonautes. Bonjour à tous. Bonjour Jonathan. Salut tout le monde. Ce qui, moi, me plaisait aussi dans l'idée du collectif au départ, et il s'avère que ça a fonctionné pour la première fois à Japan Expo, où on s'est rencontrés, c'était de se dire que on était tous des petites chaînes et qu'ensemble on pouvait permettre une communication de l'ensemble des chaînes. C'est-à-dire que l'union fait la force. Ensemble, on est plus fort, on pèse plus et on est plus visible aussi par le biais du site, mais pour pouvoir être invité dans le cadre de conventions. La première qui nous a invités, c'est Japan Expo, qui a été séduit par l'idée de ce collectif, qui nous ont offert
un stand de 32 mètres carrés, enfin un truc qui était énorme. On était dans toutes les chaînes, les 20 et les boîtes de chaînes, je ne sais plus combien on est, 26, 27 aujourd'hui. On n'était pas présent parce qu'il y a une partie des chaînes qui sont au Japon qui n'ont pas pu venir pour l'occasion, mais il y en avait une petite dizaine, une petite quinzaine quand même qui étaient là. Et ça a été extrêmement, une expérience extrêmement enrichissante de rencontrer les gens. Alors, nous, on a connu un petit peu les conventions en tant que mission Japon, parce que je pense que le concept père et fils intéressé, on n'a jamais été invité parce qu'on faisait beaucoup de vues ou parce qu'on avait beaucoup d'abonnés. C'est parce que, là encore, c'est une question de feelings par rapport à la question que tu posais tout à l'heure aux gens qu'on avait rencontrés là-bas. Avec les conventions, on est allé à Japan Touch, qui est grosso modo la deuxième plus grosse convention, vraisemblablement, en France. À 2000 abonnés, ils n'invitent pas, quoi. On était avec Louisanne, 100 000, Julien Fontanier, 100 000, et nous 2000, tu vois, cherche l'erreur. Sauf que, bah voilà, la façon dont on fait les choses, dont on présente les choses, père-fils, etc., c'est un argument qui séduit, pas par la quantité, mais aussi par la qualité du travail qui est offert. Et ça, d'autres chaînes n'avaient pas cette possibilité-là. Donc c'était intéressant aussi pour aider toutes ces chaînes-là. Et ce qui nous aidait aussi dans le collectif, c'était de se dire qu'on connaissait énormément de chaînes qui avaient un potentiel, qui avaient vraiment un contenu de qualité et qu'on voulait mettre en avant et les mettre en avant par le biais du collectif, par le biais de ce site, par le biais des présences en convention. C'était un objectif intéressant. Et puis ce qu'on a envie aussi dans le collectif, c'est pas uniquement avoir des petites chaînes de qualité, c'est des gens avec qui on s'entend bien, on déconne bien, quand on se voit, c'est vraiment une vraie fête, qu'on puisse... on ne veut pas forcément trop de prise de tête. Alors, deuxième question. Qu'est-ce que vous pensez des chaînes francophones concernant le Japon? On en a déjà parlé un petit peu, mais un petit avis là-dessus. Et aussi, est-ce que vous avez déjà regardé des chaînes peut-être anglophones sur la culture japonaise? Est-ce que vous avez vu des différences à ce niveau-là? La seule chaîne que je connaisse, qui n'est pas forcément une chaîne sur le Japon, c'est celle dont je parlais tout à l'heure, Logan Paul, avec ce qui s'est passé. Ouais. Charlie Japan, non, qui fait les 2 minutes. Qui est, lui est français mais il fait les vidéos en anglais donc... Hey everyone, welcome to this YouTube channel. Okay, so I haven't got enough time, so here's the deal. My name's Charles. I've been living in Japan since January 2014. Why? Well, that's... Je n'en ai pas des masses, mais mon ami en Angleterre, lui, on connaissait beaucoup parce qu'il regardait que du YouTube anglophone. Et celle que je connais mieux, c'est Random E, qui parle beaucoup de culture japonaise et qui a été plusieurs fois au Japon. Et c'est vraiment pas mal. You can't do that in public. You go to a ramen shop and everyone's nose is running because it's cold outside and it's hot from the soup and your nose runs. Nope, just like you're not even supposed to really go like this. You're supposed to like leave the country to go blow your nose and then come back. Bon, celle qu'on connaît tous, voilà, on va pas forcément les citer. Celle qui a le vent en poupe et qu'on aime beaucoup, alors qu'il y avait jusqu'à présent pas mal de chaînes qui proposaient des recettes japonaises, c'est Oishi-san. C'est pas vraiment un voyage, quoi que si, il a fait des vidéos sur... Oui, il a fait des vlogs après, mais donc il fait des recettes. D'ailleurs, on a filmé ensemble une recette, à première vue, qu'il ne mettra jamais en ligne. Je sais pas, ou peut-être quand on sortira l'épisode. Ah, il faut le savoir, on va le lâcher salement. En fait, il a raté sa recette. Mais moi, j'ai trouvé ça bon. Pas raté, ouais, mais c'est lui qui a pensé que parce que il a fait des trucs à ceux, c'était trop cuit, alors que nous, on s'est régalé. Donc la vidéo n'est jamais passée parce que bon, c'était pas dans le cadre de l'excellence de Monsieur Délicieux qu'il prône habituellement. Alors, on a plein de chaînes qu'on aime bien. Effectivement, tu disais tout à l'heure, toi, tu étais un fondu absolu du joueur du grenier, mais c'est pas une petite chaîne. Tu avais fait une émission sur le Japon, n'empêche. Ouais, avec, qui était pas mal d'ailleurs. C'était drôle. Et puis justement, c'est peut-être de là que je tiens le fait du côté mise en scène, c'est que lui, c'était pas une vidéo où il se mettait sur un décor avec comme une émission japonaise où il réagissait sur le plateau de télé un peu avec de l'humour décalé et c'est exactement ce que j'aime, des petits trucs, ouais.
quelques mois, Grenier San et Sébastien San ont pu aller au pays du soleil levant. Après des mois d'attente, ils se sont dit qu'il était temps de faire le vlog le plus en retard du monde pour vous faire partager cette expérience. C'est les aventures de Grenier San et Sébastien San au Japon. Je suis Grenier San, je suis Sébastien San. Konnichiwa. Parce que du coup, ils racontaient dans le 12 questions d'Absol qu'ils aimaient pas du tout. Ils trouvaient qu'ils n'avaient pas la légitimité, pas une vie de fou, quoi. Ils voulaient pas faire du daily vlog en montrant vraiment leur face cap, ils avaient rien à dire. Alors même ça, ils ont voulu le mettre en scène pour rajouter le côté fun derrière qui était... Moi, il y en a une que je trouve assez étonnante et assez bluffante quand elle fait des vlogs de voyage. Ses dernières vidéos étant aux États-Unis et à la Nouvelle-Orléans, c'est Natou. Alors, moi je suis pas du tout. C'est vrai? J'ai détesté. Je les ai regardés les deux. Ouais. Et je trouve que niveau vlog, je sais pas si c'est elle qui fait le montage ou si c'est quelqu'un d'autre, je trouve que c'est monté mais c'est épileptique. C'est-à-dire que les fois sur chaîne, t'as même pas le temps de voir les trucs, c'est trop rapide et ça me saoule. J'aime bien parce que c'est une façon différente. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur quelque chose de contemplatif où on va passer du temps à regarder quelque chose. Il n'y a quasiment aucune explication sur l'endroit où ils sont, deux ou trois trucs. C'est beaucoup dans la vanne. Et je trouve que ça renouvelle un petit peu le genre. Et moi j'aime beaucoup. Alors, on a deux avis différents. Après il y a Mixem qui fait des vlogs. Cyril aussi, anciennement Super Connard. C'est ça qui est marrant, même si c'est les youtubeurs finalement ils font pas une vidéo entièrement dédiée au Japon, j'ai remarqué qu'ils ont tous un petit goût pour le Japon, plus ou moins. Après, il y en a, ils vont pas tout connaître sur la culture, mais ils vont au moins avoir, je sais pas moi, tout le monde va aimer Dragon Ball par exemple, ce genre de trucs. C'est là où on voit quand même, quand on regarde des vidéos d'Amixem et de Cyril, que quand t'as un drone, tu peux faire des putains d'images. Ouais. On a, nous, un seul épisode du Tour de France du Japon à Strasbourg, où il y a des images de drone, parce que notre guide était droniste. Non, il ne veut pas qu'on dise droniste, c'est quoi le terme? Enfin, je sais plus. Bon, voilà, le mec qui fait de toute façon professionnelle. Il y a une boîte où il fait des images de drone. Salut les japonautes. Donc question un peu plus liée à YouTube pour le coup, c'est une question que je me suis beaucoup posée en tout cas. Est-ce que vous pensez du coup que la qualité d'une chaîne YouTube reflète son nombre d'abonnés et de vues lorsqu'il s'agit entre guillemets d'une chaîne de niche comme les chaînes dédiées à la culture japonaise? Il y a des chaînes qui ont énormément d'abonnés qui sont d'une nullité au niveau du cadrage, du montage, voire même pas de montage du tout, des mecs qui font des vidéos sur Twitch. Des vidéos de Natou par exemple. Non, Julien, j'ai quand même le sentiment, alors peut-être qu'il est faux, hein, mais que les gens viennent pas chercher la qualité. C'est-à-dire que si maintenant on a déserté la télé pour la vidéo, c'est pour avoir quelque chose de plus frais, de plus direct, de plus spontané aussi, et que plus tu mets de la qualité dans tes vidéos, moins tu as cet aspect de spontanéité, de vie de tous les jours. Alors que quand il y a des conneries, il vaut mieux, quand tu fais une vidéo, imaginons ici qu'on ait dit 2-3 conneries, ça m'étonnerait beaucoup, mais imaginons, et que tu fasses ça de façon très professionnelle, comme à la télé. Tu vas retirer ces conneries. On est sur YouTube, tu as plutôt intérêt à les laisser. Parce que c'est ça qui va donner ce sentiment de on est franc avec vous, on est complètement transparent. La preuve, quand on est bien, on vous le montre, quand on est ridicule, on vous le montre aussi. Le meilleur exemple, c'est l'avant-dernière vidéo que Sylvain a commis à mon encontre sur l'anniversaire. Là, pour le coup, il y en a un de nous deux qui est d'un ridicule absolu. Aujourd'hui, publie des dos pour ton anniversaire, des photos peu avantageuses, dont certaines vont pas te plaire. Je veux dire, c'est pas une vidéo qui, parce que justement on a été dans ce qui est demandé sur YouTube, a fait des milliers de vues, c'est pas vrai. Je dis ça et en même temps, il n'y a pas de règle, parce qu'il y a des très bonnes chaînes qui fonctionnent bien. On parlait tout à l'heure de Julien Fontanier. Pour le coup, c'est cadré. Il y a
pas de plan de coupe avec une scène qui aurait été sur le côté, et pourtant ça fonctionne parfaitement. Louis San, c'est pareil. Ce qu'il fait est extrêmement écrit. Peut-être moins dans la chaîne de Louis et Ethel, où ils sont plus en impro, mais dans sa chaîne à lui, on connaît bien, on l'a rencontré, on a été chez lui, on a été filmé chez lui justement dans un épisode. Du coup, on est où là? Je sais pas, demande peut-être. Attends. Pardon, excusez-moi monsieur, où sommes-nous actuellement? Je crois qu'on est au meilleur sushi de Paris. C'est-à-dire chez moi en fait. Plus ou moins chez moi. Deuxième épisode sur Paris. Plusieurs vidéos en même temps à écrire, des fois anticiper. Il me racontait que le mec avait son calendrier sur plusieurs mois, il savait quelle vidéo il allait tourner. Il tourne 3 vidéos en même temps, mais il y en a une qui va être mise en ligne rapidement. La deuxième va être mise en ligne le 13 du mois d'après. Enfin bon, et pourtant ça fonctionne. Donc il n'y a pas de règle. C'est pas parce qu'on a de la qualité que ça va pas fonctionner. C'est pas parce que inversement on n'a pas de qualité que ça va. Non, c'est pas ce que je dis. Alors, qu'apportent de plus les reportages amateurs sur YouTube par rapport à des reportages entre guillemets plus pro de la télévision, comme par exemple ceux d'Arte? C'est par rapport à ce que tu as dit aussi peut-être tout à l'heure de la spontanéité, du fait qu'il peut y avoir des conneries dedans. Certainement plus humain, ouais. Plus incarné. Donc l'aspect YouTube, vraiment qu'on puisse du coup voir plus de côté un peu plus amateur et vraiment s'identifier plus aux vidéastes. Toi, tu parlais de Arte. Il y a quelques années, j'avais vu une série de reportages. Alors, je crois qu'il en avait fait plusieurs. La première série, c'est je crois du pôle au sud, etc. C'était un des Monty Python, Paline, je crois, qui pour le coup donc voyageait. Il lui arrivait plein de trucs. Mais il incarnait le voyage dans la mesure où on connaissait l'acteur, on l'avait vu dans des films, c'est un peu comme Depardieu qui est allé au Japon il n'y a pas longtemps. Il y a une incarnation, et c'est sur Arte également, il y a une incarnation qui est faite sur un objectif de voyage, et on suit une personne, et effectivement ce serait certainement moins intéressant si c'était pas cette personne qui était au cœur du dispositif de reportage. Il y a certainement des vidéastes qui veulent faire comme à la télé parce qu'ils se trouvent sa classe professionnelle et qu'ils ont envie de faire ça, et peut-être qu'ils ont envie aussi de montrer qu'ils savent le faire pour éventuellement peut-être ensuite aller taper aux portes des productions télé pour travailler avec eux, pourquoi pas. Il y en a eu beaucoup d'ailleurs qui avaient commencé comme ça à faire des vidéos sur YouTube, et puis après ils ont voulu faire que de la télé. Ceux avec Mister V par exemple au début, je ne me rappelle plus quand il s'appelait le collectif là-dessus, avec Hugo tout seul, Mister V, etc. Et puis il y a le Studio Bagel, tous les collectifs dont on parlait précédemment. Le Velcro, ouais. Et puis à contrario, des gars comme Cyprien qui avaient fait de la télé, et eux ils se sont voulu revenir sur YouTube parce qu'ils préféraient cette proximité avec le public qu'ils n'avaient pas forcément à la télé, et puis cette liberté surtout, parce que à la télé il y a quand même, on nous impose quand même beaucoup plus de choses que sur YouTube. D'accord. Et du coup, pour le côté reportage, là on parlait de la vidéo en général, mais quel est, donc, il y a peut-être cette proximité, mais pensez à d'autres aspects du reportage YouTube en définitive qui est différent des reportages pro. Les reportages pro sont définis par une durée qui est dépendante de la chaîne et de la publicité de la chaîne. C'est souvent des 52 minutes ou des 1h30. Donc il y a systématiquement un format qui est à respecter de durée, ce qu'on n'a pas sur YouTube. Nous, on a un petit peu un format au niveau des Tours de France du Japon, et qu'on s'est fixé nous pour. C'est ça. On n'est pas dépendant du support ou du média. Bon, on va passer à la 13e et dernière question. La dernière. Ça arrive. Alors, question très très transversale, il y a plein de choses à en dire, on va essayer de voir ce qu'on peut dire là-dessus. Et donc, c'est la suivante. Pourquoi le Japon est-il, selon vous, aussi populaire en France, / dans le monde? Et qu'est-ce qui fait que cette culture, la culture nippone, soit aussi riche, selon vous? C'est populaire, je pense que c'est par rapport à l'exotisme. Que c'est quelque chose qui, par exemple, avec le Club Dorothée, il y avait pas mal de dessins animés, ou même les films de Miyazaki. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ont vu ça, ces dessins animés-là, passer à la télé, ou même des reportages, et c'est quelque chose qui semble vachement éloigné de nous,
de par les coutumes, enfin je pense que c'est carrément, c'est pour ça d'ailleurs que nous on est allé aussi au Japon, c'est que c'est totalement différent très exotique de ce qu'on a ici en France. Et donc du coup il y a peut-être une curiosité et peut-être une admiration pour quelque chose qui est différent et qui peut peut-être intriguer les gens. Et donc je pense que c'est peut-être par rapport à ça que les gens s'intéressent au Japon. Ça fait rêver quoi. Tout de suite on dit Japon, c'est... Peut-être qu'il y a peut-être côté un peu finalement humoristique ou même au niveau de l'imagination qui se retrouve peut-être... Moi je trouve que j'ai toujours trouvé, maintenant, après avoir été en Allemagne, où je trouvais que les Allemands étaient quand même assez sérieux. Si on regarde un match de foot en Allemagne, les commentateurs ils vont parler qu'au moment opportun où ils ont vraiment besoin de parler, alors que les Français, hop je switch, je vais acheter une française et là ils racontent des conneries, ils vont dire le joueur qui grappille l'herbe, je sais pas quoi, et ça doit être le côté un peu vivant de ça. Et je pense que les Français ils ont toujours été un peu, en tout cas au niveau humoristique, au niveau de l'imagination, je trouvais que au niveau artistique même, c'était un pays finalement assez riche. Et je pense que c'est peut-être cette attirance, peut-être qu'elle vient peut-être de là, quoi. Le côté japonais, c'est un peu les rois en termes d'idées loufoques, il y en a pour tous les goûts, quoi, l'imagination, tout ça. Et moi, selon moi, enfin, quand j'ai déjà vu, j'ai connu énormément de passionnés du Japon, il y avait toujours une sorte pour en tout cas tout ce qui était culture, il y avait un intérêt certain pour l'imagination, les idées originales, les choses comme tu disais, exotiques qu'on ne trouve pas en France. Fin des années 70, on a vu arriver des dessins animés comme Goldorak, Albator, Captain Flamme, Candy, années 70, ça fait 40 ans, et que automatiquement ça a ouvert l'esprit. Là, d'un seul coup, on découvre par l'intermédiaire de la culture, de la pop culture, des gens qui ont une imagination en dehors des normes qu'on peut connaître dans le monde occidental, systématiquement des grands robots, des Godzilla, des trucs un peu étonnants. On découvre aussi, par l'intermédiaire notamment de Candy, que je regardais, je pleurais devant quand j'étais petit, mais je ne le disais pas à mes petits camarades, sinon ils se seraient foutus de ma gueule, que le manga c'était autre chose que la violence, même si après, avec Ken le Survivant et tout un tas de dessins animés et de mangas, ça a repris un petit peu, c'était autre chose. C'était une porte ouverte vers le Japon, même si dans les exemples que j'ai donnés, Captain Flamme, ça se passe dans l'espace, Candy, on n'est pas dans les villes, on n'est pas à Tokyo, on est dans un truc, Albator, c'est dans l'espace, et Goldorak, c'était à la campagne, c'était pas vraiment des villes, quand les villes se faisaient exploser, enfin, ça montrait pas forcément une image du Japon, mais il y avait déjà des choses, des petites choses, des petits détails peut-être qui pouvaient donner envie d'en savoir plus. Après, effectivement, l'arrivée de Club Dorothée. Alors, est-ce que c'est grâce au Club Dorothée ou est-ce que c'est en même temps que les mangas sont devenus aussi populaires en France, puisqu'on est le deuxième pays en tant que vente de mangas après le Japon. Donc ça aussi, ça aide à ouvrir énormément de portes vers un pays qu'on ne connaît pas. Et malgré toutes ces portes ouvertes, le Japon reste toujours un mystère. Et en fait, on ne peut découvrir le Japon qu'en y allant. En regardant nos vidéos, c'est pour ça qu'il faut les regarder. Voilà. Alors ça va à l'encontre de ce que je disais tout à l'heure, où je disais qu'il ne faudrait pas trop regarder pour ne pas trop comprendre. Donc sur une même vidéo, mais elle dure très très longtemps, j'ai deux avis complètement opposés. Mais c'est vrai, le Japon, les Japonais restent un mystère. Je ne suis pas sûr que les autres pays asiatiques qui soient autour et cette dose de mystère aussi importante. Et ben c'était la dernière question. Je remercie énormément David et Sylvain de Mission Japon d'avoir participé à cette émission. Je sais plus quoi dire. Très longue. C'était vraiment très long, mais j'espère que ça vous a plu. Ça sera, les vidéos vont être publiées au fur et à mesure sur ma chaîne. Ça sera en plusieurs parties. Et est-ce que vous voulez rajouter quelque chose avant de rester là? Merci de ton invitation. On a été très bien reçus. Pas de soucis, ça c'est plutôt agréable. Juste le côté des croissants où j'ai pas eu le temps, mais sinon. Mais je te dis, non, c'est bien parce que sinon on aurait eu des miettes dans les dents, on aurait eu de la ridicule, c'est bien. C'est vrai ça.
Et puis surtout, et là on a été plutôt impressionnés, c'est je pense, c'est de l'investissement, du nombre de vidéos que tu as dû te fader avec nos deux tronches, ce qui est quand même impressionnant. Je sais pas combien j'ai regardé, mais effectivement il y avait quelques lives, je pense. Ouais. J'ai dû regarder des lives qui duraient des fois 1h30, etc. J'ai dû regarder 6 ou 7. Et puis je crois que c'était jusqu'à... Non même... je crois que je me suis arrêté à la Corée peut-être, quelque chose comme ça. Et puis les monts Japon, comme je disais, parce que là ça vous concernait un peu moins, c'était plus une personne qui était interviewée, mais ouais, effectivement, on voit là toutes les petites barres rouges là, vues, et que les recommandations Mission Japon après, donc c'est hyper agréable d'avoir regardé toutes ces vidéos, ce qui nous a amené de la publicité, qui nous a permis de gagner au moins 2 centimes et demi, donc c'est quand même vachement bien. Et puis surtout, ça a été hyper agréable de voir quelqu'un qui connaissait un petit peu notre parcours, qui savait rebondir et donner des informations qui me concernaient, qui étaient vraies. Et je pense que de toutes les vidéos qu'on a faites, on en a fait quelques-unes, c'est celle qui a été le plus poussée, la plus longue et sans doute la plus agréable. Ouais. Donc pour ça, on te remercie. Pas de souci. En 2 mots, il y a 2 chaînes à suivre. Il y a Mission Japon, Follow Jérémy. C'est vrai. C'est bon. À partir du moment où vous avez fait ça, j'espère que vous l'avez fait depuis un moment. Collectif Vue du Japon aussi. Et Vue du Japon. Salut à tous et à la prochaine. Au revoir. Bye.